Je suis restée là, pétrifiée dans le hall au sol de marbre, fixant 3 sacs poubelles qui débordaient de mes affaires. Ma plante grasse dépassait tristement du haut de l'un des sacs, sa terre se répandant sur mes diplômes encadrés. Ma souris sans fil pendait au bout de son câble, comme si elle essayait de s'échapper. « Vous avez 25 ans ?» a dit Elodie en tapotant sa montre en argent d'un ongle parfaitement manucuré. « Nous réduisons les effectifs. Partez maintenant. » Je venais juste de franchir les portes tambours, ma valise cabine encore derrière moi. Le vol de nuit depuis Lyon m'avait laissé les yeux irrités et l'esprit embrumé. Il y a 12 heures, je serrais encore la main du PDG de la plus grande entreprise de transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, décrochant un contrat de plusieurs millions d'euros après 3 jours de négociations ininterrompues. Derrière Elodie se tenait un groupe de mes collègues. Tristan de la comptabilité, Noémie et Bastien du marketing, Rémi du service juridique. Leurs expressions oscillaient entre le choc et un amusement gêné. Rémi avait même un petit sourire en coin, ses yeux faisant l'aller-retour entre Elodie et moi, comme s'il regardait un épisode de télé-réalité particulièrement croustillant. « Je ne comprends pas », ai-je réussi à articuler. Ma voix semblait ridiculement faible dans l'immensité du hall. Le garde à l'accueil faisait semblant d'étudier son écran, mais ses yeux se levaient sans cesse pour ne rien rater de la scène. « C'est simple », a continué Bérénice, plus fort que nécessaire. « L'entreprise se restructure. Votre poste a été supprimé. Tout ce dont vous avez besoin est dans ces sacs. » Les portes d'entrée se sont ouvertes et 2 femmes en tenue d'affaires élégante sont entrées, s'arrêtant en remarquant notre groupe. Leur présence a encore accentué mon humiliation. J'ai senti la sueur perler à la racine de mes cheveux. Mais le compte d'Harcourt que je viens de finaliser va gérer toutes les transitions clients. Elodie m'a coupé en consultant son téléphone. Les documents de fin de contrat vous parviendront par email. Votre accès au bâtiment a déjà été révoqué. J'ai cherché mon badge par habitude, mais il était resté là-haut, sur mon bureau, à côté des notes que j'avais préparées pour la présentation de lundi. Mon ordinateur contient tous mes dossiers, ai-je dit, soudain prise de panique en pensant à mes 3 années de travail, mes contacts, mes notes. Elodie a eu un sourire mince. Tout ce qui vous appartient a déjà été transféré sur une clé USB. Elle a désigné du menton le plus petit des sacs poubelles. Tout le reste nous appartient. Noémie avait au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Bastien étudiait les dalles du sol comme si elles contenaient les secrets de l'univers. « Vous ne pouvez pas être sérieuse », ai-je murmuré, alors que la réalité commençait à s'imposer. « Je suis ici depuis 3 ans. Je mérite... » « Vous méritez exactement ce que vous recevez », a encore interrompu Elodie, sa voix tombant presque dans un murmure. « Vous auriez peut-être dû vous rappeler qui dirige ce département avant de devenir si proche de nos clients. » L'accusation m'a glacée. Je n'avais rien fait de mal, si ce n'est faire mon travail de manière exceptionnelle. « Vous avez 15 minutes avant que j'appelle la sécurité », a dit Elodie en vérifiant à nouveau sa montre. « Je vous suggère de ne pas rendre la situation plus embarrassante qu'elle ne l'est déjà. » La foule s'agrandissait à mesure que les gens arrivaient pour leur journée de travail. Certains ralentissaient, curieux comme devant un accident de la route. D'autres passaient en hâte, faisant semblant de ne rien voir. Je suis restée là, épuisée et désorientée, alors que ma vie professionnelle tenait dans des sacs poubelles à mes pieds. 3 ans à faire des semaines de 60 heures, 3 ans de sorties annulées avec mes amis, 3 ans à être la première arrivée et la dernière partie. Je me suis baissée pour ramasser les sacs, luttant sous leur poids encombrant. Personne n'a bougé pour m'aider. Quand je me suis enfin redressée, en équilibre avec mes 3 sacs tout en essayant de garder un peu de dignité, j'ai croisé le regard d'Elodie. Un bref aperçu de ce qui ressemblait à de la satisfaction. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une réduction d'effectifs. C'était personnel. Je me suis frayé un chemin à travers le hall, dépassant les visages inquisiteurs et les commentaires chuchotés. Le poids des sacs tirait sur mes muscles raidis par le vol. À mi-chemin de la sortie, mon agenda est tombé, ses pages s'ouvrant sur des notes clients codées par couleur et des plannings de réunions s'étendant sur les mois à venir. Je l'ai laissé là, sur le sol, une touche d'organisation au milieu du chaos. Dehors, dans le parking, j'ai réussi tant bien que mal à fourrer les sacs dans mon coffre. Je me suis glissée sur le siège conducteur et j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. À travers le pare-brise, je pouvais les voir tous encore debout dans le hall, m'observant à travers les portes vitrées. J'ai démarré le moteur et au lieu de pleurer, de hurler ou de quitter le garage en faisant crisser mes pneus, j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. J'ai souri. Ce n'était pas forcé, ni faux. C'était un sourire calme, l'air de savoir quelque chose qu'ils ignoraient. J'ai fait un signe de la main au groupe dans le hall, j'ai passé la marche arrière et je suis partie. Aucun d'entre eux ne réalisait ce qu'ils venaient de faire, mais ils allaient l'apprendre. Oh que oui! Si vous appréciez cette histoire jusqu'ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et laissez un commentaire ci-dessous sur ce que vous pensez que Bérénice va faire ensuite. Maintenant, poursuivons notre histoire. Mon nom est Bérénice Kerwin et, jusqu'à il y a 3 heures, j'étais spécialiste senior en relations clients dans l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux de la ville. Je n'ai pas toujours été cette professionnelle calme et compétente qu'ils viennent de jeter comme un vieux reste de déjeuner.
Grandir dans un petit appartement au-dessus de l'atelier de couture précaire de ma mère m'avait appris à me battre pour chaque opportunité. Ma mère, avec ses doigts cailleux et son sourire déterminé, m'avait répété sans cesse que l'éducation était ma porte de sortie. « Sois si doué qu'ils ne pourront pas t'ignorer », disait-elle tout en épinglant des ourlets jusqu'à minuit. J'avais obtenu une bourse partielle pour une grande école et j'avais cumulé 2 jobs pour payer le reste. 4 ans à dormir 5 heures par nuit, tout en maintenant une moyenne de 16-20, mention très bien, m'avait valu mon diplôme et l'attention de plusieurs recruteurs. Quand l'offre du cabinet d'Élodie est arrivée, c'était comme un rêve. Une mutuelle de santé, un plan de retraite, un salaire qui signifiait que ma mère pouvait enfin prendre sa retraite. J'ai conduit sans but, après avoir quitté le bureau, mon esprit luttant pour assimiler ce qui s'était passé. Le contrat d'Harcourt valait des millions. J'avais passé des mois à cultiver cette relation, à apprendre leur fonctionnement, à comprendre leurs points de friction. Je connaissais le nom des enfants du PDG, je me souvenais de l'anniversaire de son assistante, et j'avais conçu une solution sur mesure qui répondait à chaque préoccupation soulevée par leur conseil d'administration. Élodie n'avait presque participé à aucune des réunions, mais son nom apparaissait en premier sur toutes les propositions. C'était notre arrangement tacite. Je faisais le travail, elle en tirait le crédit, et l'entreprise prospérait. Jusqu'à aujourd'hui. Je me suis garée sur le parking d'un café, et j'ai enfin craqué. Les larmes sont venues par vagues silencieuses et colériques. Je ne pleurais pas parce que j'avais perdu mon travail. Je pleurais parce que j'avais été trahie. Mon téléphone vibrait de messages de collègues inquiets. Pas ceux qui se tenaient derrière Élodie, mais ceux d'autres départements. Les nouvelles vont vite. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Ça n'a aucun sens. Je les ai tous ignorés et j'ai appelé ma mère. Ils m'ont licenciée, ai-je dit quand elle a décroché. Son silence en disait long. Alors viens à la maison. Je vais faire du thé. Le thé de ma mère ne pouvait pas régler le problème. Mais sa petite maison en banlieue résidentielle était exactement l'endroit où je devais être. Loin de la tour de bureau étincelante avec son hall de marbre et ses portes en verre. Loin d'Élodie et de ses yeux inquisiteurs. Loin de l'humiliation. J'ai passé cette première journée dans le flou, racontant l'histoire à ma mère qui m'écoutait, les yeux plissés et les lèvres serrées. Quelque chose ne colle pas, a-t-elle fini par dire. Pourquoi maintenant? Juste après que tu as décroché ce gros client, la question m'a hantée toute la nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi maintenant? Le moment choisi n'avait aucun sens, à moins que quelqu'un ne veuille pas que je sois là pour la suite de l'affaire d'Harcourt. Le lendemain matin, je me suis forcée à examiner les documents de fin de contrat reçus par email. Le langage juridique était froid et impersonnel. Réduction d'effectifs, rupture de CDI, 2 semaines d'indemnité de licenciement, rien sur mes accomplissements ou mes contributions, rien sur la raison de cette décision soudaine. Au bas de l'email se trouvait un accord de confidentialité et une clause de non-concurrence qui m'empêcherait de travailler avec les clients du cabinet pendant 12 mois. J'ai failli signer automatiquement, l'employée obéissante jusqu'au bout. Mais quelque chose m'a arrêtée. Un souvenir est remonté à la surface, datant d'il y a 2 semaines. J'étais restée tard pour préparer les supports de présentation pour la réunion d'Harcourt. Le bureau était presque vide quand j'ai entendu des voix provenant du bureau vitré d'Élodie. La porte était entr'ouverte et Élodie parlait à Tristan, sa voix portant clairement dans le silence ambiant. « Bérénice commence à devenir un problème », disait-elle. « Les clients la demandent directement maintenant. D'Harcourt l'a spécifiquement réclamé pour les réunions à Lyon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Tristan avait demandé. « Je l'ai déjà fait », a répondu Élodie. « Mylène commence le mois prochain. Son père et moi nous connaissons depuis longtemps. Elle reprendra les comptes de Bérénice. Et pour Bérénice ? Elle est jeune, elle s'en remettra. Et puis, techniquement, nous réduisons les effectifs de son département. » Ils ont ri alors, ce son me transperçant comme un couteau. J'avais ramassé mes affaires et m'étais éclipsée, me persuadant que j'avais mal compris. Sûrement, mes performances exceptionnelles me protégeraient. Maintenant, en fixant cette clause de non-concurrence, cette conversation prenait un tout nouveau sens. Je n'ai pas été licenciée à cause d'une réduction d'effectifs. J'ai été licenciée parce que j'étais devenue trop précieuse. Parce que les clients me préféraient à Élodie. J'ai fermé l'email sans rien signer. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec l'indicatif de notre ville. « Est-ce Bérénice Kerwin ?» a demandé une voix d'homme quand j'ai décroché. « Oui. Qui est à l'appareil ?»« Charles d'Harcourt. Nous nous sommes rencontrés à Lyon. J'ai essayé de vous joindre par votre bureau, mais ils me font tourner en bourrique. Quelque chose à propos du fait que vous ne feriez plus partie de l'entreprise. Mon cœur s'est emballé. Charles d'Harcourt, PDG de d'Harcourt Shipping, m'appelait personnellement. C'est exact, ai-je dit prudemment, depuis hier. Eh bien, c'est un timing vraiment étrange, a-t-il répondu. Surtout que j'ai spécifiquement dit à votre patronne que je vous voulais comme interlocutrice principale pour la suite. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Monsieur d'Harcourt ? Charles, je vous en prie. Charles, qu'est-ce qu'Élodie vous a dit exactement sur mon départ ? Sa réponse m'a glacé le sang. Elle a dit que vous aviez accepté un autre poste, que vous les aviez laissés en plan juste après la signature du contrat. Il a marqué une pause. Mais cela ne ressemblait pas à la femme qui a passé 3 jours à nous aider pour notre restructuration. Alors, j'ai décidé de vous appeler directement.
Elodie avait menti à un client pesant plusieurs millions d'euros à mon sujet. J'ai été licenciée hier, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne le pensais en revenant de Lyon. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré de manière inconfortable avant que Charles ne reprenne la parole. Je vois. Eh bien, cela change certainement la donne. Seriez-vous disponible pour déjeuner demain? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. Alors que je raccrochais, une notification est apparue. Un email d'un autre client demandant si les rumeurs sur mon départ étaient vraies. Puis un autre message d'une collègue junior que j'avais encadrée, exprimant sa confusion et son inquiétude. J'ai mis mon téléphone de côté et ouvert mon ordinateur. Au lieu de chercher du travail, je me suis surprise à créer un nouveau document. En haut, j'ai tapé « Liste de contacts clients ». De mémoire, j'ai commencé à noter chaque relation client que j'avais bâtie en 3 ans. Nom, préférences, points faibles, historique de projet, des informations qui vivaient dans ma tête et non dans la base de données de l'entreprise, des détails qu'aucune clause de non-concurrence ne pourrait m'enlever. Le soir venu, j'avais 4 pages de notes et une décision de prise. Je ne signerais pas la clause de non-concurrence. Je ne m'effacerais pas sans bruit. Elodie pensait avoir éliminé une menace. Au lieu de cela, elle en avait créé une. Alors que le soleil se couchait, mon téléphone s'est éclairé. Un SMS d'un numéro inconnu. Bérénice, c'est Noémie du bureau. Il se passe quelque chose de bizarre avec le compte d'Harcourt. Elodie ne trouve pas tes notes, et le client pose des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. Où gardais-tu les dossiers d'Harcourt? J'ai fixé le message, une douce chaleur m'envahissant. Cela faisait exactement 24 heures que j'avais été renvoyée sans ménagement, et les choses commençaient déjà à s'effilocher. Je n'ai pas répondu au message de Noémie. À la place, j'ai regardé mon téléphone s'allumer avec 3 autres notifications successives. Bérénice, c'est important. Appelle-moi, s'il te plaît. Elodie panique complètement. La réunion de mise en œuvre d'Harcourt est demain. La réunion de mise en œuvre, bien sûr. L'étape où toutes les promesses faites pendant les négociations devaient se traduire par des plans concrets. La partie dont je m'occupais habituellement. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table et me suis préparé une tasse de thé. Ma mère m'observait depuis le seuil de sa petite cuisine. « Tu souris », a-t-elle remarqué. « C'est nouveau. » Je réfléchis juste à quelque chose, ai-je répondu, mélangeant du miel dans ma tasse, à la rapidité avec laquelle ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de moi. J'ai levé les yeux vers son expression perspicace. Ma mère avait survécu à un mariage abusif, avait immigré seule dans un nouveau pays avec un enfant et avait bâti une entreprise à partir de rien. Elle comprenait mieux les rapports de force que la plupart des cadres dirigeants. Quelque chose comme ça, j'ai admis. Elle a hoché la tête et est retournée dans son atelier de couture où elle confectionnait désormais des costumes pour des productions théâtrales locales, non pas parce qu'elle avait encore besoin d'argent, mais parce qu'elle aimait créer de belles choses. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Charles d'Harcourt dans un restaurant chic du centre-ville. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard inquiet. Je me suis renseignée sur la situation, a-t-il dit, après que nous ayons commandé. J'ai parlé avec quelques membres du conseil d'administration que je connais. Ce n'était pas une réduction d'effectifs. Je le sais, ai-je répondu, gardant une voix neutre malgré la colère qui bouillonnait encore sous mon calme apparent. Ce qui s'est passé hier à la réunion de mise en œuvre était... Il a marqué une pause, cherchant le mot juste, révélateur. Votre remplaçante semblait peu familière avec les éléments les plus basiques de notre accord. Mylène, ai-je précisé. Elle est nouvelle, très nouvelle. Charles a acquiescé. Et votre ancienne patronne a eu du mal à répondre aux questions sur le module logistique personnalisé que vous aviez conçu pour nous. Celui qui a été le facteur décisif de notre signature avec votre cabinet. J'ai bu une gorgée d'eau, en attendant. Je vais être directe, Bérénice. Nous avons signé avec votre cabinet à cause de vous. Le conseil a été impressionné par votre compréhension de nos opérations et vos solutions créatives. Maintenant, nous sommes inquiets pour la mise en œuvre. Il a fait glisser une carte de visite sur la table. J'aimerais vous engager comme consultante indépendante pour superviser la transition. Quel que soit le salaire que votre ancien cabinet vous versait, je le doublerai. Mon cœur s'est emballé. C'était un tournant inattendu. Une opportunité en or offerte moins de 48 heures après avoir été licenciée sans ménagement. Mais quelque chose me semblait louche. J'apprécie l'offre, ai-je dit prudemment. Je m'inquiète des conflits potentiels. Je n'ai pas encore signé la clause de non-concurrence, mais... Nous avons déjà consulté notre équipe juridique. Charles m'a interrompu. Puisque vous avez été licencié sans CDI, sans motif réel et sérieux, et puisque c'est nous qui vous avons sollicité et non l'inverse, toute clause de non-concurrence serait difficile à appliquer. De plus, il a souri. Nous ne vous demandons pas d'emmener nos contrats ailleurs. Nous vous demandons de vous assurer que nous obtenons ce pourquoi nous avons payé auprès de votre ancien employeur. C'était élégant. Je travaillerai toujours sur le compte d'Harcourt, mais désormais en tant que leur représentante plutôt que celle d'Elodie. Je serai en réunion avec mes anciens collègues, avec Elodie surveillant leur performance. Je vais devoir y réfléchir, ai-je dit, bien que mon esprit soit déjà en train d'explorer toutes les possibilités. Bien sûr, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Nous avons une autre réunion de mise en œuvre prévue pour vendredi. Alors que nous terminions le déjeuner, mon téléphone a vibré avec un autre message d'Elodie.
Où sont les modèles de mise en œuvre d'Harcourt? C'est urgent. J'ai rangé mon téléphone sans répondre et j'ai remercié Charles pour le déjeuner. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Ezra, un ami avocat de la grande école spécialisée en droit du travail. Ils ne peuvent pas faire appliquer une clause de non-concurrence si vous ne l'avez pas signée, a-t-il confirmé après avoir entendu ma situation. Et vous licencier immédiatement après avoir décroché un client majeur rendrait n'importe quel juge suspect. Tu veux que j'examine les documents qu'il t'envoie? S'il te plaît, j'ai accepté. Et encore une chose, si je devais lancer ma propre entreprise de conseil, que devrais-je savoir? Ces conseils étaient complets et pratiques. Au moment où je suis rentrée à la maison, j'avais une liste de choses à faire qui incluait l'enregistrement d'un nom commercial, l'ouverture d'un compte bancaire professionnel et la création d'un site web de base. 3 jours après avoir été licenciée, j'avais accompli les 3. J'ai nommé mon cabinet de conseil Carowin Solutions et créé un site web professionnel simple, mettant en avant mon expérience dans les relations clients et la gestion de mise en œuvre. Je n'ai fait aucune mention de clients ou de projets spécifiques de mon emploi précédent. Ce même jour, j'ai accepté l'offre de Charles d'Harcourt. La première réunion de mise en œuvre était prévue pour vendredi à 10h dans mon ancien immeuble de bureau. Je me suis préparée avec soin ce matin-là. Un tailleur gris anthracite que je n'avais jamais porté au bureau auparavant. Un maquillage subtil, mes cheveux coiffés différemment de mon style habituel. De petits changements qui composaient une nouvelle image. Bérénice, la consultante indépendante, pas Bérénice la subordonnée. L'agent de sécurité a sursauté en me voyant approcher de la réception. « Mademoiselle Kerwin, je pensais. »« Je suis ici pour la réunion de mise en œuvre d'Harcourt », ai-je expliqué en présentant la carte de visite de Charles. Je suis désormais consultante pour eux. Ses sourcils se sont levés alors qu'il passait un appel rapide. Puis il m'a tendu un badge visiteur. 15e étage, salle de conférence. Le trajet en ascenseur m'a donné le temps de calmer mes nerfs. Quand les portes se sont ouvertes au 15e, j'ai failli percuter Rémi, du service juridique. « Bérénice, a-t-il bafouillé, le café s'éclaboussant dans sa tasse. Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je travaille, ai-je simplement répondu, passant devant lui vers la salle de conférence. Je suis arrivée avec 5 minutes d'avance, mais Charles et 2 membres de son équipe étaient déjà là, aux côtés de Noémie et Bastien, du service marketing. Leurs expressions en me voyant allaient du choc, pour Bastien, à un soulagement prudent. Noémie, Bérénice supervisera la mise en œuvre de notre côté, a annoncé Charles, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les yeux de Noémie se sont agrandis. Bastien s'est concentré intensément sur sa tablette. À 10h précises, Élodie est entrée dans la pièce, suivie de Tristan et d'une jeune femme que j'ai supposée être Mylène. Élodie s'est arrêtée net en m'apercevant, son sourire professionnel se figeant sur son visage. Quelle est la signification de tout ceci? A-t-elle demandé d'une voix basse mais tranchante. Mademoiselle Kerwin représente les intérêts des transports d'Harcourt pendant la phase de mise en œuvre, a expliqué Charles avec calme. Étant donné sa connaissance approfondie du projet, nous avons estimé qu'il s'agissait d'un ajout prudent pour garantir le contrôle de la qualité. Le visage d'Élodie est passé par plusieurs émotions avant de se fixer sur un sourire crispé. Quel sens de l'initiative, Charles? La réunion s'est poursuivie dans une maladresse insoutenable. Mylène n'avait manifestement aucune compréhension du module logistique complexe que j'avais conçu. Élodie n'arrêtait pas d'interrompre pour clarifier des points qui ne faisaient qu'embrouiller davantage les choses. Tristan consultait son téléphone à plusieurs reprises, comme s'il espérait être secouru. Tout au long de la séance, je suis restée professionnellement détachée, posant des questions pertinentes si nécessaire et prenant des notes méticuleuses. Je n'avais pas besoin d'être vindicative ou mesquine. La situation s'en chargeait pour moi. Après 2 heures pénibles, Charles a proposé une pause. Alors que les gens sortaient pour prendre un café, Élodie m'a coincée près de la fenêtre. Joli coup, a-t-elle sifflé. Mais si vous pensez que ce petit numéro va marcher, ce n'est pas un numéro, ai-je interrompu calmement. Ce sont les affaires. D'Harcourt m'a engagé pour protéger leur investissement. Je fais simplement mon travail. Vous essayez de me saboter. Non, Élodie. Vous avez fait ça toute seule. Quand vous avez licencié la seule personne qui comprenait parfaitement ce projet, ses yeux se sont plissés. J'ai bâti ce département à partir de rien. Pensez-vous vraiment qu'un seul client puisse me faire couler? Je ne veux pas vous faire couler, ai-je répondu sincèrement. Je veux juste m'assurer que d'Harcourt en ait pour son argent. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Je ne voulais pas détruire Élodie ou l'entreprise. Je voulais juste que justice soit faite, et peut-être une petite reconnaissance de ma valeur. À la reprise de la réunion, j'ai remarqué que Noémie me regardait avec un nouveau respect. Même Bastien semblait impressionné par mon sang-froid. À la fin de la journée, nous avions un calendrier de mise en œuvre révisé qui nécessiterait 2 réunions par semaine, auxquelles j'assisterais tout en tant que représentante d'Harcourt. Beau travail, a dit Charles alors que nous quittions l'immeuble ensemble, bien que j'admette que le simple aspect divertissant valait bien vos honoraires. J'ai souri poliment, sans entrer dans son jeu. Il ne s'agissait pas d'humilier Élodie, aussi satisfaisant que cela puisse être. Il s'agissait de m'imposer en tant que professionnelle à part entière. Au cours des 2 semaines suivantes, mon téléphone n'a cessé de vibrer, recevant des messages de mon ancien lieu de travail.
Pas seulement de Noémie cette fois, mais d'autres collègues cherchant des informations sur des clients, des systèmes et des processus que moi seule maîtrisais parfaitement. J'ai répondu à certains, ignoré d'autres, toujours professionnels, sans jamais en donner plus que nécessaire. Pendant ce temps, le bouche à oreille fonctionnait pour ma nouvelle activité de conseil. Un ancien client m'a appelé pour me féliciter de ma promotion et a mentionné par hasard qu'il n'était pas satisfait de son service actuel. Un autre m'a demandé si je pouvais examiner une proposition qu'il avait reçue, juste pour lui rendre service. J'ai réorienté ces conversations avec prudence, sans jamais démarcher directement, mais en précisant que j'étais disponible pour des consultations. C'était un équilibre délicat. Je ne voulais pas paraître vindicative ou prédatrice. Mais je connaissais aussi ma valeur désormais, d'une manière que j'ignorais auparavant. 3 semaines après mon licenciement, j'ai reçu une visite inattendue dans la maison de ma mère. Bastien, du marketing, se tenait maladroitement sur le perron, serrant une enveloppe Kraft. « Désolé de débarquer comme ça », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, mais je ne voulais pas que cela passe par les circuits officiels. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note interne concernant le compte d'Harcourt, marquée confidentiel. Elle détaillait les inquiétudes croissantes concernant les retards de mise en œuvre et le mécontentement du client. « Pourquoi me montres-tu ça ?» ai-je demandé. Bastien a remué nerveusement. « Parce que c'est le chaos, Bérénice. Mylène a démissionné hier. Elle est partie en pleurs après qu'Élodie l'a réprimandée devant tout le monde. Le client menace de tout annuler et il a hésité. Élodie rejette la faute sur toi. Sur moi ? Je fais exactement ce que D'Harcourt m'a engagé pour faire. Elle prétend que tu retiens délibérément des informations, que tu sabotages la mise en œuvre pour la faire paraître incompétente. Je lui ai rendu l'enveloppe. Je ne cache rien, Bastien. J'aide D'Harcourt à naviguer dans un système que j'ai conçu. Si Élodie ne peut pas honorer le contrat sans moi, ce n'est pas mon problème. Il a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je pense que ce qui t'est arrivé est injuste. Beaucoup d'entre nous le pensent. Après son départ, je me suis assise sur la balancelle du Porsche, analysant ces nouvelles informations. Élodie devenait désespérée. Tant mieux. Mais son accusation m'avait piqué. J'avais été professionnelle à chaque réunion, serviable, quand on me le demandait directement. Je ne sabotais rien, n'est-ce pas ? Cette pensée me taraudait alors que je préparais la réunion de mise en œuvre suivante. Est-ce que, inconsciemment, je rendais les choses plus difficiles ? Est-ce que je prenais trop de plaisir à les voir galérer ? Je suis arrivée à l'immeuble de bureau le lendemain matin avec ces questions en tête. Mais ce que j'ai trouvé dans la salle de conférence a balayé tous mes doutes. Élodie était assise en bout de table, un éclat triomphant dans les yeux. À ses côtés se tenait un inconnu, dans un costume coûteux. Charles et son équipe étaient déjà installés, l'air mal à l'aise. « Ah, Bérénice », a dit Élodie avec une fausse chaleur. « Ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Voici Dominique, de notre service juridique. Il a quelques inquiétudes concernant votre implication auprès de ce client. » Dominique a fait glisser un document sur la table. « Nous pensons que vous violez votre clause de non-concurrence, mademoiselle Kerwin. » « Je n'ai jamais signé de clause de non-concurrence, ai-je répondu calmement. « Elle figurait dans votre contrat de travail initial, a rétorqué Dominique. Page 17, paragraphe 3. Il avait raison. Je m'en souvenais maintenant. Une clause enfouie dans les petits caractères de mes documents d'embauche il y a 3 ans. Un modèle standard que j'avais à peine remarqué à l'époque. » Charles a froncé les sourcils. « Cela me semble inutilement conflictuel. Mademoiselle Kerwin fournit un service essentiel pour assurer le succès de la mise en œuvre du système qu'elle a conçu. Néanmoins, a poursuivi Dominique, nous devons exiger qu'elle cesse immédiatement toute implication avec les transports d'Harcourt, faute de quoi nous serons contraints d'engager des poursuites judiciaires. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant ma réaction. Je sentais le piège se refermer sur moi. Si je me battais, je serais entraînée dans des procédures judiciaires coûteuses. Si je reculais, je perdrais mon seul client et ma confiance nouvellement acquise par la même occasion. J'ai jeté un coup d'œil à Charles, qui m'a adressé un léger signe de tête rassurant. Puis j'ai regardé directement Élodie, dont le sourire n'atteignait pas les yeux. « Je comprends votre position », ai-je dit prudemment. « Et je serais heureuse de me conformer à toute obligation légale valide. » Le sourire d'Élodie s'est élargi. Cependant, ai-je continué. Avant de poursuivre, je pense que nous devrions aborder l'autre question juridique en suspens. « Quelle autre question ?» a demandé Dominique en fronçant les sourcils. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai tourné vers l'Assemblée. Sur l'écran se trouvait un email, un message que j'avais récupéré de mes archives personnelles la veille au soir. Voici un email qu'Élodie m'a envoyé l'année dernière, m'autorisant explicitement à développer des solutions personnalisées pour les clients sous ma propre supervision. Cela crée de fait une exception à la clause de non-concurrence standard pour les travaux que j'ai personnellement développés. Le visage d'Élodie s'est vidé de ses couleurs. C'est tiré de son contexte. Le contexte est très clair. J'ai continué à faire défiler pour montrer une série de communications similaires, établissant un modèle d'autorisation pour un travail indépendant. Mon avocat estime que cela constitue une modification de mes conditions d'emploi. C'était un coup de bluff. Je n'avais pas réellement consulté d'avocat au sujet de ces emails spécifiques, mais les documents étaient bien réels.
Conservée parce que j'avais été fière de l'autonomie qu'Élodie m'avait accordée. Une autonomie qui, ironiquement, m'avait menée à ma situation actuelle. Dominique s'est approché de l'ordinateur, parcourant les emails avec une inquiétude grandissante. Je vais devoir examiner cela de plus près. Bien sûr, j'ai acquiescé. En attendant, nous devrions peut-être nous concentrer sur la mise en œuvre pour Darcourt, à moins que vous ne préfériez leur expliquer pourquoi leur projet est retardé par des litiges internes. Charles s'est raclé la gorge. En tant que client, nous préférerions en effet poursuivre avec l'implication de mademoiselle Kerwin. Tout autre dénouement nous obligerait à reconsidérer entièrement notre relation avec votre cabinet. La menace flottait dans l'air comme un orage imminent. Le piège soigneusement construit par Élodie s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Après un silence tendu, Dominique a rassemblé ses papiers. Nous reprendrons cette discussion ultérieurement. Pour l'instant, la réunion peut se dérouler comme prévu. Pendant qu'il chuchotait nerveusement avec Élodie dans un coin, j'ai surpris le regard de Charles Darcourt, posé sur moi avec un nouveau respect. J'avais tenu bon. Je les avais battus à leur propre jeu. Mais ce n'était pas encore une victoire. Pas encore. C'était simplement la première véritable bataille d'une guerre d'usure, et je ne faisais que commencer. L'impasse avec Élodie a duré 2 semaines. J'assistais à chaque réunion de mise en œuvre pour Charles Darcourt, prodiguant mes conseils tout en gardant soigneusement mes distances professionnelles. Dominique, du service juridique, me surveillait comme un lait sur le feu, mais il n'a jamais mis ses menaces de poursuite à exécution. Les emails que j'avais produits avaient créé assez d'incertitudes pour les tenir à distance, pour l'instant. En coulisses, cependant, les choses évoluaient rapidement. Mon téléphone vibrait constamment, recevant des messages d'anciens collègues demandant des conseils ou des éclaircissements sur des projets que j'avais gérés. Je répondais quand je le pouvais, toujours poli, mais de plus en plus brève. Ma priorité était d'établir ma propre entreprise, pas de résoudre leurs problèmes gratuitement. Charles Darcourt s'est avéré être plus qu'un simple client. Il est devenu un allié de poids. Il a mentionné mes services à d'autres chefs d'entreprise de son réseau, me décrivant comme l'experte qui avait sauvé leur projet. 3 semaines après avoir lancé mon cabinet de conseil, je signais mon 2e client. 1 semaine plus tard, un 3e. Pendant ce temps, la situation dans mon ancienne entreprise se détériorait. Bastien, qui était devenu un allié inattendu, me tenait au courant par quelques textos occasionnels. La 2e réunion de mise en œuvre a été un désastre. Le client menace de rompre le contrat. Élodie a présenté ton modèle logistique comme le sien, mais elle a été incapable de répondre aux questions de base sur son fonctionnement. 3 personnes ont démissionné du service marketing hier. Je ne tirais aucun plaisir de leurs difficultés. Enfin, peut-être un tout petit peu en ce qui concernait Élodie, mais je restais concentrée sur ma propre création, plutôt que de regarder l'ancien s'effondrer. 6 semaines après mon licenciement, j'ai signé le bail d'un petit bureau en centre-ville. Ce n'était pas grand-chose. Juste 2 pièces avec de grandes fenêtres et assez d'espace pour un bureau, une table de réunion et un petit coin cuisine. Mais c'était à moi. Pas de parois de verre pour que les autres m'épient. Pas de politique. Pas d'Élodie. Ma mère m'a aidé à m'installer, disposant mes quelques meubles avec le même soin qu'elle mettait autrefois à arranger les tissus dans son atelier de couture. « Tu as besoin de plantes », a-t-elle déclaré en examinant les coins vides. La vie a besoin de choses qui poussent. Le lendemain, elle est arrivée avec 3 plantes en pot, des variétés robustes et faciles d'entretien, qui pourraient survivre à mon attention irrégulière. L'une d'elles était une bouture de la plante grasse, qui avait été jetée sans ménagement dans un sac poubelle le jour de mon licenciement. J'avais réussi à la sauver, et maintenant sa progéniture serait le témoin de mon nouveau départ. Cet après-midi-là, alors que j'installais mon nouveau système informatique, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Est-ce bien Bérénice Kerwin ?» a demandé une voix de femme. « Ici Laure de Vigny. Je suis la présidente du conseil d'administration de votre ancien employeur. » Ma main s'est crispée sur le téléphone. La présidente du conseil ? En 6 semaines de tension croissante, le conseil n'avait jamais été mentionné. « Que puis-je faire pour vous, madame de Vigny ?»« Je pense que nous devrions nous voir en personne, » a-t-elle répondu. « Nous avons des points à aborder concernant votre départ de l'entreprise et vos relations actuelles avec Darcourt Logistique. » Mon estomac s'est noué. Élodie avait-elle fini par convaincre le conseil d'engager des poursuites contre moi ? « Je suis disponible demain après-midi, ai-je dit, gardant une voix ferme malgré mes pensées qui s'emballaient. Parfait. Mon assistant vous enverra les détails. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Ezra pour obtenir des conseils juridiques. Il a accepté de m'accompagner à la réunion et a passé 1 heure à revoir ma situation. L'absence de clause de non-concurrence signée après mon licenciement, les emails autorisant mon travail indépendant, les circonstances de mon renvoi. Juridiquement, vous êtes sur un terrain solide, a-t-il conclu. Mais les présidents de conseil ne s'impliquent généralement pas dans les conflits de personnel au sein des services. Il se passe quelque chose de plus important. Le rendez-vous était fixé à 14 heures le lendemain, dans un salon privé d'un hôtel haut de gamme du centre-ville. Quand Ezra et moi sommes arrivés, nous avons trouvé Laure de Vigny, mais aussi 3 autres membres du conseil qui nous attendaient. Aucune trace d'Élodie.
Laure, une femme au regard vif d'une soixantaine d'années, avec un carré argenté et des bijoux discrets, s'est levée pour nous accueillir. Merci d'être venue, mademoiselle Kerwin. Et vous êtes accompagnée d'un avocat. Très prudent. Elle a fait un geste vers les autres membres. C'est une rencontre informelle, mais nous avons pensé qu'il était important de nous voir face à face. Nous nous sommes installés autour de la table et Laure est allée droit au but. Nous avons mené un audit interne sur les événements récents au sein du département des relations clients, a-t-elle commencé. Ce que nous avons découvert est préoccupant. L'un des membres du conseil, un homme mince aux lunettes cerclées, a fait glisser un dossier sur la table. Ceci contient des documents prouvant une appropriation systématique de vos mérites, des interférences dans les relations clients et des pratiques de licenciement potentiellement discriminatoires, a-t-il expliqué. Tout cela se concentre autour de votre ancienne supérieure, Elodie Donovan. J'ai ouvert le dossier pour y trouver des emails, des comptes rendus de réunions et des évaluations de performance. Une trace écrite montrant comment Elodie s'était systématiquement attribué le mérite de mon travail, m'avait délibérément écarté de certaines réunions stratégiques et avait planifié mon licenciement des semaines avant que le contrat d'Harcourt ne soit finalisé. Nous n'avons pris conscience de ces problèmes qu'après de multiples plaintes de clients, suite à votre départ, a poursuivi Laure. D'Harcourt Logistique a simplement été le plus virulent. D'autres ont exprimé des inquiétudes similaires concernant la continuité et la gestion de leurs comptes. J'ai jeté un coup d'œil à Ezra, qui m'a fait un signe discret de continuer à écouter. « Pourquoi partagez-vous cela avec moi » ai-je demandé prudemment. Laure a échangé un regard avec ses collègues avant de répondre. Nous avons 2 propositions à vous soumettre. Premièrement, nous souhaiterions vous proposer de reprendre votre poste avec une promotion substantielle, une augmentation de salaire et un rattachement direct à la direction générale, en court-circuitant totalement Madame Donovan. L'offre est restée suspendue dans l'air comme un cadeau inattendu. Il y a 6 semaines, j'aurais sauté sur l'occasion. Maintenant, j'attendais de voir où était le piège et quelle était la deuxième proposition. Laure a souri légèrement. Alternativement, nous aimerions discuter du rachat de votre cabinet de conseil. Je ne m'attendais pas à ça. Vous voulez racheter mon entreprise qui n'a que 6 semaines? Nous voulons acquérir votre expertise et vos relations clients avant que nos concurrents ne le fassent, a précisé la femme assise à côté de Laure. Votre départ a révélé des vulnérabilités importantes dans notre structure de gestion des comptes. Plusieurs clients majeurs sont aujourd'hui en péril. Ezra s'est penché en avant. Avant de discuter de l'une ou l'autre option, nous avons besoin de garanties sur la situation juridique de mademoiselle Kerwin. Il y a eu des menaces de poursuite concernant des violations de clauses de non-concurrence. Ces menaces n'ont jamais été autorisées par le Conseil, a déclaré fermement Laure, et elles ne seront pas suivies d'effet, quelle que soit votre décision aujourd'hui. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons discuté des détails des 2 propositions. L'offre de retour incluait un poste de directrice avec un salaire double de mon précédent salaire. L'offre d'acquisition comprenait un paiement initial généreux, plus un contrat de consultance de 3 ans. Nous allons avoir besoin de temps pour réfléchir, a dit Ezra à la fin de la séance. Bien sûr, a accepté Laure. Mais nous apprécierions une réponse d'ici la fin de la semaine. La situation reste précaire. À la sortie de l'hôtel, Ezra et moi avons analysé la réunion. Ils sont désespérés, a-t-il observé. D'Harcourt n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils perdent des clients à tour de bras sans vous. Mais pourquoi un rachat? Pourquoi ne pas simplement m'embaucher? Parce qu'ils savent que vous pourriez repartir. De cette façon, ils verrouillent votre expertise et éliminent une concurrente potentielle d'un seul coup. J'ai passé les 3 jours suivants à peser mes options. L'argent était tentant. L'une ou l'autre offre m'assurait une sécurité financière pour des années, mais revenir signifiait travailler dans le même environnement qui m'avait rejeté si froidement. Le rachat signifiait abandonner mon indépendance toute neuve, avant même d'en avoir vraiment profité. Il y avait aussi le cas d'Elodie. Aucune des options n'avait clarifié son sort, même si, en lisant entre les lignes, il semblait que le conseil préparait son renvoi. Le 3e jour, alors que j'étais assise dans mon nouveau bureau, fixant les projets de contrat qu'Ezra avait préparés, mon téléphone a sonné. Charles d'Harcourt, encore lui. « Bérénice, vous avez appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Votre ancien employeur vient de perdre le compte Beaumont. C'est partout sur les forums du secteur. Beaumont était leur 2e plus gros client après d'Harcourt, une relation qui datait d'avant même l'arrivée d'Elodie dans l'entreprise. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, sincèrement choquée. Apparemment, il y a eu une défaillance de service majeure la semaine dernière. Personne ne pouvait accéder au portail de rapports spécialisés que votre équipe avait construit pour eux. Quand ils ont appelé pour obtenir de l'aide, on les a baladés. Il a marqué une pause. On dit qu'ils cherchent de nouveaux consultants. J'ai peut-être mentionné votre nom. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence, assimilant ce nouveau rebondissement. Le compte Beaumont représentait des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sa perte serait dévastatrice, voire fatale pour le département d'Elodie. Mon téléphone a vibré, un message de Bastien. C'est la panique totale ici. Elodie a convoqué tout le monde en urgence. Beaumont est partie, elle rejette la faute sur tout le monde sauf elle-même. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place.
L'urgence du conseil d'administration prenait enfin tout son sens. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Laure de Vigny directement. Je lui ai dit que j'avais examiné les 2 offres et que j'avais une contre-proposition. 2 jours plus tard, je franchissais les portes de mon ancien immeuble de bureau, non pas comme visiteuse ou consultante, mais comme la nouvelle directrice du succès client, une division créée spécifiquement pour moi. Elle fonctionnerait en parallèle du département d'Élodie, mais avec un droit de regard sur toutes les mises en œuvre des comptes majeurs. L'annonce avait été faite à toute l'entreprise 1 heure plus tôt. Les employés me fixaient alors que je traversais le hall, des murmures me suivant sur mon passage. Le vigile m'a souri en me tendant un nouveau badge d'accès, et non un badge de visiteur. Bon retour parmi nous, mademoiselle Bérénice. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction, 2 niveaux au-dessus de mon ancien département. Mon nouveau bureau m'attendait, avec des baies vitrées surplombant la ville et une plaque à mon nom déjà fixée sur la porte. À l'intérieur, Laure de Vigny m'attendait. Elle m'a demandé si tout me convenait. J'ai répondu que c'était un bon début en posant mon sac. Elle m'a précisé que l'équipe de transition était prête dès que je le serais et qu'ils avaient hâte d'entendre mes plans pour la stratégie de reconquête de Beaumont. Je lui ai dit que je les verrais cet après-midi. D'abord, je devais m'adresser à mon ancien département. Laure a haussé un sourcil, mais a acquiescé. Bien sûr, m'a-t-elle dit, ils sont tous réunis en salle de conférence A pour la réunion d'urgence d'Élodie. Le moment était parfait. 10 minutes plus tard, je me tenais devant la salle A, écoutant la voix d'Élodie à travers la porte, alors qu'elle exposait des mesures désespérées pour empêcher d'autres défections de clients. Elle disait que tout le monde devait se serrer les coudes pour traverser cette tempête et qu'elle avait préparé des missions individuelles de fidélisation. J'ai poussé la porte. Le silence est tombé d'un coup. 20 visages se sont tournés vers moi, certains confus, d'autres pleins d'espoir, quelques-uns méfiants. Élodie est restée pétrifiée en bout de table, la télécommande de présentation à la main, son maquillage soigné ne parvenant pas à masquer son épuisement. « Bérénice » a-t-elle fini par dire en retrouvant ses esprits. « J'ai appris pour votre nouveau poste. Félicitations. Nous étions justement en train de discuter des mesures d'urgence pour Lyon. Je sais ce que vous discutiez, ai-je interrompu calmement en me plaçant à l'autre bout de la table. Et je suis ici pour vous informer que tous les efforts de fidélisation des clients majeurs passeront désormais par la division du succès client. » Le sourire d'Élodie s'est crispé. Elle a suggéré que nous devrions peut-être discuter de cette transition en privé. J'ai répondu qu'après cette réunion, il n'y aurait plus rien à discuter. Le conseil d'administration a approuvé mon plan de réorganisation avec effet immédiat. Votre équipe continuera de s'occuper du développement de nouvelles affaires, mais la mise en œuvre et la fidélisation de tous les clients existants relèvent désormais de ma compétence. La salle a éclaté en murmures. Le visage d'Élodie est devenu rouge de colère et d'humiliation, les mêmes émotions que j'avais ressenties dans le hall avec mes affaires dans des sacs poubelles. Elle a sifflé que c'était totalement inapproprié et que je ne pouvais pas débarquer comme ça. En fait, si, je peux. Tout est détaillé dans la note de service envoyée ce matin. Je suis surprise que vous ne l'ayez pas encore lue. Je me suis tournée vers l'Assemblée. Tous ceux qui travaillent directement sur la mise en œuvre et la gestion client doivent se présenter à la salle de conférence de la direction dans 30 minutes pour leur nouvelle affectation. Cela signifiait presque tout le monde. Le département d'Élodie allait être vidé, ne laissant qu'elle et quelques attachés commerciaux. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, avec des expressions allant du choc à une joie discrète, je me suis approchée d'Élodie. J'ai dit doucement, pour que seule elle puisse m'entendre. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas licencié. Le conseil a estimé que cela perturberait trop l'entreprise. Vous gardez votre titre et votre bureau. Vous n'aurez simplement plus grand-chose à faire à part de la vente de base. Aucun contact client, aucune supervision, aucune équipe à gérer. Elle est devenue livide en réalisant l'ampleur de la situation. C'est votre vengeance, n'est-ce pas? Vous avez tout orchestré. J'ai souri, le même sourire calme, et entendu que je lui avais adressé depuis ma voiture ce jour-là dans le parking. Je n'ai rien orchestré du tout, Élodie. Je suis simplement devenue si indispensable qu'il ne pouvait plus m'ignorer. J'ai désigné la salle presque vide d'un geste de la main. Tout le reste n'est que la conséquence naturelle de vos propres décisions. Je me suis détournée pour partir, puis je me suis arrêtée sur le seuil. Oh, et ne vous donnez pas la peine de chercher un autre poste dans ce secteur. Je n'ai pas dit un mot négatif sur vous à qui que ce soit. Je n'en ai pas eu besoin. Votre réputation s'est propagée toute seule. Dans le couloir, j'ai pris une grande inspiration. Il ne s'agissait pas de cruauté ou de malveillance. C'était de la justice. Élodie garderait son emploi et son salaire, tout comme j'avais gardé les miens. Mais elle saurait chaque jour que son pouvoir s'était envolé, son influence évaporée, son avenir au point mort. Elle resterait assise dans son bureau de verre, à me regarder reconstruire ce qu'elle avait tenté de détruire. Elle verrait des clients qui l'ignoraient autrefois me solliciter personnellement. Elle verrait son ancienne équipe s'épanouir sous ma direction. Et elle comprendrait enfin que cette femme calme et compétente, qu'elle avait jetée si négligemment, était la fondation qui maintenait tout l'édifice. Ma vengeance n'était pas de lui prendre son travail ou de gâcher sa carrière. Ma vengeance était de réussir là où elle s'attendait à ce que j'échoue.
Ma vengeance était de devenir incontestable. En 6 mois, notre taux de fidélisation est passé de 68 à 97%. Les plaintes ont pratiquement disparu. Le comte Boumont est revenu, ainsi que 3 autres qui envisageaient de partir. Notre équipe s'est agrandie, ajoutant des spécialités et des compétences qui ont attiré de nouveaux contrats dans divers secteurs. Élodie est restée dans son bureau de verre, gérant des appels de vente basiques et préparant des rapports que peu de gens lisaient. Elle n'a jamais démissionné, cela aurait été admettre sa défaite. Au lieu de cela, elle s'est adaptée à son rôle diminué, essayant parfois de s'immiscer dans les relations clients, mais sans jamais y parvenir. Un an jour pour jour après avoir trouvé mes affaires dans des sacs poubelles, le conseil d'administration m'a promue au poste de directrice de la relation client, un nouveau poste de direction créé pour reconnaître la transformation que j'avais menée. L'annonce a été faite lors de la réunion annuelle de l'entreprise, avec Élodie assise au dernier rang, applaudissant poliment comme tout le monde. En montant sur scène, j'ai brièvement croisé son regard. Il n'y avait plus de colère, juste la reconnaissance résignée de ce que nous savions toutes les deux. Sa plus grande erreur n'avait pas été de me licencier. C'était de m'avoir sous-estimée. Ce soir-là, alors que je me préparais à quitter mon bureau, j'ai trouvé un petit paquet sur mon bureau. Une plante grasse en pot avec un mot tout simple. D'une survivante à une autre. Maman. Je l'ai posée sur le rebord de ma fenêtre, à côté de la bouture de ma plante originale, celle qui avait été jetée à la poubelle, mais qui avait survécu et s'était épanouie. Tout comme moi. Si vous avez aimé cette histoire de résilience et de revanche professionnelle, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres récits de triomphe face à l'adversité. Qu'auriez-vous fait à la place de Bérénice? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Rappelez-vous, parfois la meilleure vengeance n'est pas de détruire les autres. C'est de devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus ignorer.